Nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage sur les antennes de la télévision Burkina Info, la première et unique télévision d'information en continu du pays des hommes intègres, émettant depuis Ouagadougou, capitale du pays des hommes intègres, le Burkina Faso sur la s'entend. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue donc à ce rendez-vous, un entretien avec une personnalité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le professeur Yoporeka Somé, philosophe, sociologue, égyptologue. Avec lui, nous allons parler de la situation du continent africain, mais aussi du Burkina Faso. Le professeur Somé est notre invité exceptionnel. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Comment va le professeur Yoporeka Somé? Yoporeka Somé va bien. Voilà, c'est aussi, vous avez donné beaucoup de casquettes, mais c'est aussi un citoyen, un enfant du pays, donc attaché à la terre. Je dirais même un agriculteur aussi. Voilà, je tiens aussi à ce qualificatif. Donc, un enfant du pays. Un enfant du pays. Alors, quand on regarde votre nom, l'orthographe et autres, les gens vont se poser des questions. Sommet avec T, c'est pas courant de rencontrer ça au Burkina. Sommet avec T, oui. C'est une erreur matérielle. Okay. Parce que je suis né à l'extérieur du Burkina, je suis né en Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas que le nom de ma maman a été orthographié comme ça, Sommet. Alors, dans la tradition de ce peuple-là, chez les Dagara, à l'époque, un enfant portait le nom de sa mère. Voilà. La femme mariée gardait son nom également, qu'elle transmettait aux enfants. Donc, moi, c'est la tradition matrilinéaire chez les Dagara. Oui, c'est ça. C'est ça que, malheureusement, qui est en train de disparaître. Malheureusement. Apparemment, vous n'appréciez pas ce changement. Non, c'est une culture, quand même. Et si les Dagara et d'autres peuples, là, ce n'est pas les seuls. Et puis, en fait, c'est une tradition africaine, le matriarcat. Parce que toutes les sociétés n'ont pas évolué. Parce que, en fait, je pense que le changement est venu, l'idée est venue de là. Parce qu'on fait croire que le matriarcat est un stade primitif. C'est-à-dire, voilà, tous les peuples étaient matrilinéaires avant, et les peuples ont évolué vers le patriarcat. Ce n'est pas vrai, Cheikh Anta Diop l'a montré, peut-être qu'on reviendra là-dessus un peu plus tard, oui. Et donc, ça, c'est la marque de l'Afrique. Et ça donne une idée de l'importance de la femme dans ces sociétés-là. Donc, elle peut donner son nom, elle garde son nom, elle transmet, elle a une personnalité, elle peut, voilà, c'est pas et elle reste attachée, bien sûr, à la famille de son mari, mais aussi à la famille paternelle, etc. Et les enfants, ça c'est la tradition qu'on va expliquer, que je connais chez d'autres peuples. Normalement, on n'hérite pas de son père, dans ce cas-là, mais de ses oncles maternels. Et à l'époque, si on voulait épouser une femme, c'est les oncles maternels qui s'en occupaient. Voilà, donc c'est une forme de vie, quoi. Suffisamment bien réfléchi à la limite. Hein, oui, bien sûr. Mais on veut harmoniser, mais au moyen d'un effacement quand même de la culture. Alors, Yoporeka aussi, c'est un nom traditionnel. Hein. Oui, Yoporeka, c'est mon prénom. Mon père m'a donné pour la circonstance parce que ça signifie Yopore, c'est celui qui donne le nom. Ka, c'est Kabé, n'est pas là, c'est la négation. Et donc, comme je suis né à l'extérieur de la zone, là, donc en Côte d'Ivoire, et surtout, un mois après le décès de mon grand-père, le père de mon père, c'est eux qui donnent le nom, c'est cette génération qui donne le nom. Et donc, comme le mien était décédé, mon père a dit, voilà, bon, voilà. Et du coup, vous n'avez pas de nom moderne avec vous, hein. Ça vous convient parfaitement d'avoir le nom. Voilà, parce que celui-là me parle. Oui. Hein, ça raconte l'histoire, l'histoire de la famille. Bon, on est tous venus de quelque part, donc voilà, c'est ça que j'essaie aussi de transmettre à mes enfants. Bon, chacun ayant aussi un nom rattaché à cette culture. Naître en Côte d'Ivoire, y grandir éventuellement? Bon, je suis arrivé au Burkina. On est arrivé au Burkina pour le primaire. Et j'ai tout fait ici. Après, je suis parti. Voilà. Et depuis lors... Et donc, je me sens aussi bien burkinabé que ivoirien. Vous avez la nationalité ivoirienne? De fait, étant dans la même zone CEDEAO, oui, de fait, je l'ai. Mais je vais préciser une chose, parce que mon père m'a raconté que son grand-père à lui est arrivé enfant porté par le papa, donc venant du Ghana.
Donc je me sens aussi de là-bas. Mais comme vous êtes né en Côte d'Ivoire, certains auraient pu dire je veux la nationalité ivoirienne. Non, moi je me considère comme un Africain. Donc j'ai toutes ces nationalités. Et ce que je crois, c'est que, en plus, quand on retrace, je parle de l'histoire familiale, quand on retrace l'histoire de cette famille ou de ce peuple, moi, ma recherche, c'est pas ça ma spécialité, mais ça me situe au bord du lac Tchad. Peut-être même plus à l'est. Donc ça veut dire que je revendique aussi le fait de venir aussi de cette région-là. Donc mon africanité. Oui. Et ce que moi je souhaite en tant qu'Africain, donc panafricaniste je veux le dire, avant même d'être allé à l'école j'avais ces idées-là, c'est d'avoir une nationalité africaine, un passeport africain qui me permet de me promener sur la terre de mes ancêtres, sans entrave. Le passeport africain, on a souvenance, avait été lancé par Feu Idriss Déby Itno et Paul Kagame. C'était au Rwanda, et depuis lors, ça n'a plus prospéré. Je n'ai même jamais vu ça. Voilà, c'est entre les chefs d'État que ça avait été fait. Alors, je veux qu'on revienne maintenant sur le cours normal de cette émission. On dépasse la parenthèse, présentation familiale et autres. Vous êtes burkinabé, vous servez dans une université au Kenya. Alors, beaucoup de citoyens qui regardent cette émission seraient appelés à se demander, mais pourquoi vous ne rentrez pas dans votre pays pour servir vos jeunes frères? Bon, ça c'est une histoire un peu longue, quoi. Je vais la raccourcir. Oui. Quand j'ai fini ma thèse de philosophie, il y a très longtemps, en 1995, cette année même, je suis rentré, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour... ça ne marchait pas. J'ai considéré que c'est parce que j'étais resté en Europe que ça ne marchait pas. Je suis rentré avec femme et enfants, et pendant 2 ans, presque 3. C'était aussi une période critique. Je suis rentré et puis 3 mois après, Norbert Zongo a été assassiné. Et vous voyez ce qui a suivi. Est-ce que c'est ça qui a fait? Après, plus tard, j'ai refait des démarches. Aucune n'a jamais abouti. J'en ai fait peut-être 4 ou 5. À un moment donné, Des démarches auprès de qui? Qu'est-ce qu'on vous répondait? Je voulais enseigner à l'université. Donc j'avais un dossier à l'université qui est devenu Joseph Kizerbo. Au CNRST, un autre à l'université de Koudougou. Ça ne s'appelait pas encore Norbert Zongo. Voilà. À aucun moment on ne vous a jamais répondu? Non. Vous déposez oui, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous il n'y a pas de poste budgétaire, c'est des choses compliquées. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là, j'en connais on va dire plusieurs cas. Donc, alors je me suis dit, il faut que tu sois conséquent avec toi-même. Tu dis que tu es un Africain. Donc l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Voilà. Donc tu peux partout où tu peux être utile quelque part en Afrique, c'est la cause de l'Afrique. Mais si on fait une escale sur le cas du Burkina Faso, clairement, ça choque, ça a dû vous frustrer éventuellement de ne pas être dans la dynamique de servir votre pays. Vous avez fait la démarche. Non, en fait, ce que moi je voulais, ce que j'ai fait au début. Oui, qui n'a pas répondu à vos attentes. Non, c'était même pas des considérations aussi élevées. Oui. Je voulais, parce que j'ai 2 enfants qui sont, à l'époque, qui sont nés en Europe, et je voulais qu'ils grandissent en contact avec leurs grands-parents. Parce qu'il faut qu'ils leur transmettent une langue, une culture, et qu'ils aient la culture, la langue du quartier, voilà, où on aurait habité. Donc ils auraient eu ces 2 langues-là. Et puis je voulais être aussi à côté de mes parents, surtout de ma mère, qui a été un grand soutien pour moi. Et je voulais lui rendre un peu quand même ça. C'était ça, c'est ça qui m'a motivé à rentrer. Bon, ça n'a pas marché. Après, je me suis dit, bon, il faut que tu sois utile à l'Afrique. Oui, mais est-ce que pour le cas du Burkina, certains vous ont dit, voici telle démarche qu'il fallait faire, il fallait aller peut-être demander des audiences auprès de certaines autorités? Non, ça je ne voulais pas faire. Est-ce qu'on vous a dit de le faire? Oui, on m'a dit, voilà, il faut faire ci. Bon, j'ai dit, écoutez, moi je suis venu pour enseigner la philosophie. J'étais prêt même à aller au lycée. C'est ça, c'était Mais mon objectif, c'était d'être à côté. D'être là. Mais est-ce que finalement, avec le recul, vous vous dites c'est tout ça qui fait que nous sommes un pays sous-développé jusqu'à présent? Non, bon. Le problème du Burkina, de mon point de vue, je comprenais ce qui se passait à l'époque. Et aujourd'hui, voilà, non, je ne suis pas surpris. Je sais, bon, voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas voulu ça. Et il y a un système qui a permis ça. Il faut sortir de ce système. Nous n'en sommes pas encore sortis.
Il faut sortir de ça. Et peut-être que ce qui nous arrive, et je suis triste à cause de ça, et moi je pense qu'il y a un lien avec ce qui nous arrive aujourd'hui, avec cette situation. Ce n'est pas venu... Alors, est-ce que se sentir rejeté par son propre pays, quand on a des compétences qu'on veut, non, ce n'est pas ça. Oui, je ne me sens pas rejeté par mon pays. Quand on a un savoir qu'on veut partager et qu'on se rend compte qu'on ne veut pas de toi dans ton pays, il y a quand même... c'est pas ça. Moi, je nuance. Parce que si je dis ça, c'est comme... Parce que quand je sors dans la rue, je marche dans la rue, surtout quand je parle, plusieurs fois c'est arrivé. Ah, vous êtes Yoporeka? Je dis, après, je vais voir. Est-ce que c'est suffisant par rapport à ce monde que vous aurez dû avoir, à qui vous allez transmettre le savoir? Non, je pense que ça c'est fait. Et c'est ça l'exemple que je voulais donner, des jeunes étudiants, même des jeunes enseignants, ils s'arrêtent, ils entendent ma voix, ils disent, ah, c'est des gens que je n'ai jamais vus, ils m'ont jamais vu, mais ils connaissent ma voix. Donc, ça veut dire qu'ils m'ont entendu parler à un moment donné, qu'ils ont lu des livres ou des articles que j'ai écrits. C'est ça, moi je suis un enseignant, on enseigne aussi de cette façon. Est-ce que c'est suffisant? J'en suis heureux. Est-ce que c'est suffisant pour vous? Ce n'est pas suffisant, mais je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Voilà. Et moi, mon devoir, parce que j'ai reçu aussi de la culture de ce pays, j'ai reçu... Voilà, je transmets également. On a l'impression que vous tentez de camoufler cette frustration, que votre dossier ne soit pas accepté, engendré en vous. Mais je ne suis pas amer. Je ne suis pas amer. Mais vous êtes frustré tout de même de par le comportement d'un certain nombre de personnes. Je ne suis pas frustré parce que dans la vie, j'ai eu tout ce que je voulais. Okay. J'ai eu tout en termes d'éducation, en commençant par l'éducation au sens familial, quoi. En termes d'instruction aussi, mais que j'appelle aussi de l'éducation parce que j'ai fréquenté de bonnes universités, j'ai eu une bonne formation, j'ai rencontré des gens, des enseignants ou de simples gens, des compatriotes africains avec qui je me suis formé aussi. Et donc si je suis devenu égyptologue, c'est aussi grâce à ces rencontres, c'est ça. Voilà, donc... Aller au Kenya, finalement, il y a la barrière de la langue. Non, ce n'est pas de barrière de la langue. Je connais l'anglais. J'avais commencé à apprendre le Kiswahili il y a longtemps, mais je n'imaginais pas un jour aller au Kenya. Je pensais plutôt à la Tanzanie, d'aller visiter, d'aller voir Dar es Salaam, qu'on appelle la Mecque de l'Afrique, la Mecque des mouvements de libération, c'était ça. Et puis, c'était une langue qui sonnait bien. Et qui, j'ai dit que je partage l'idéal panafricain, et c'est la langue de l'unité africaine, hein, la langue qui aurait pu être une langue continentale. Et donc c'est pour ça que j'ai appris le Kenya, après le Burkina, était un choix idéologique pour vous? Non, c'est pas un choix idéologique. Le choix du Kenya, alors, à un moment donné, je me suis dit, l'Europe, c'est bon, quand on a des enfants, on a aussi la responsabilité vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leur éducation. Donc je me suis dit, je vais m'occuper de ça. C'est là que je serai jugé à la fin des fins. Parce qu'on pense que quand tu arrives, chez les Dagara ils disent ça, chez les Égyptiens aussi, quand tu arrives, les ancêtres te demandent, mais qu'est-ce que tu as fait avant de venir? Tu dis, voilà, tu n'as pas dit, j'ai construit 3 maisons, voilà, j'ai élevé 3 enfants, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On dit, on joue, et puis on dit, tu peux venir t'asseoir parmi nous, quoi. Donc, voilà, j'ai assumé mes responsabilités, et à un moment donné, je vais aller en Afrique. C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal, c'est le Burundi, c'est le Rwanda. Le Kenya, je n'ai pas pensé. C'est eux qui m'ont fait la proposition. Ils m'ont dit, voilà, on est ici, c'est une université, Dedan Kimati University of Technology, c'est une université des sciences, une jeune université qui a 11 ans maintenant. Et le recteur, c'est un ingénieur formé à Oxford, donc bien formé. Et il me dit, pendant l'entretien, qu'eux, ils veulent former des ingénieurs qui n'oublient pas l'Afrique et qui ne croient pas que la technologie vient d'ailleurs, est un produit importé. Parce que j'étais étonné. Parce que moi, je sais, par mes lectures, par les recherches que nous venons tous de là, la première humanité, c'est quelque part entre le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie. Et donc,
que les premiers objets fabriqués étaient dans cette région-là. Et il y a une archéologue française qui a découvert il y a quelques années, entre 3 et 4 ans, les premiers outils fabriqués dans la région du lac Turkana. C'est sur le territoire du Kenya. 3 millions d'années. Voilà, bon, c'est des choses... Mais c'est ça, c'est le début de la technologie, ça. Donc, ce monsieur-là, qui s'appelle le professeur Kioni, qui était le recteur, dit il veut que les ingénieurs formés dans cette université aient ce background, cette connaissance à peu près des contributions africaines dans les différentes disciplines. Et il voulait quelqu'un qui puisse être capable d'enseigner les connaissances de l'Égypte ancienne, y compris la langue de l'Égypte ancienne. Il dit, mais moi, c'est tout ce que je rêvais de pouvoir faire. Le profil répond. Voilà. Donc, ça a été c'est pour ça que je suis allé là-bas. Oui. Et donc, pendant l'entretien, je leur ai dit, moi, je suis un Africain. Et je crois qu'ils s'étaient intéressés aussi d'avoir quelqu'un qui vient de l'ouest, de cette région-là, qui parle français. Et donc, j'ai compris tout de suite qu'on peut développer. Donc, je leur ai posé, est-ce qu'on peut bâtir quelque chose qui soit à dimension africaine, panafricaine. Oui. C'est-à-dire attirer des étudiants du continent, de la diaspora africaine dans les différentes parties du monde, et en faire une université vraiment où les jeunes étudiants, les jeunes Africains se rencontrent. Ils disent oui. J'arrive, ils me confient la responsabilité de mettre en place un Center for African Renaissance Studies, dans les études, non pas pour les études africaines, mais les études pour la Renaissance africaine. Donc, ce qui répond naturellement à ce que vous avez toujours souhaité, la renaissance du continent africain. Alors, loin des yeux, près du cœur, on a envie de dire, parce que étant au Kenya, vous êtes toujours intéressé à ce qui se passe dans votre pays, tout le temps de retour à Ouagadougou, on le dira ainsi, jusqu'au village. Quelle appréciation faites-vous de ce que votre pays traverse comme situation? Pour moi, quand j'ai l'occasion de revenir, je reviens à la maison. Et donc, quand on rentre à la maison, c'est comme ça, voilà, il y a eu tant, c'est des décès, je ressens ça. Voilà, toutes ces victimes, tous ces morts par milliers, pendant si longtemps, bien sûr, on est meurtri, quoi. Et même depuis là-bas, bon, voilà, tous les jours, on vient aux nouvelles. Oui, donc, quand vous êtes burkinabé, on a l'impression que... Et les gens posent des questions. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer? Qu'est-ce qui se passe? Moi-même, je ne comprends pas. Voilà. Mais je sens qu'il y a une solidarité, les gens sont avec nous, il faut que nous allions au bout et que cette histoire soit derrière nous. Et nous recommencions à vivre une vie normale. Recommencer à vivre une vie normale. Le Burkina est un laboratoire à ciel ouvert. Chaque fois quand il y a des mouvements au niveau du sommet de l'État, on a tendance à avoir de nouvelles visions ou de nouvelles idéologies qui émergent. Actuellement, c'est un débat qui est mené par certaines personnes en parlant du rôle de l'intellectuel dans la société. Il y en a même qui pensent qu'il faut totalement laisser tomber finalement cet intellectualisme qui ne nous a pas permis de sortir du sous-développement. Est-ce que c'est votre avis? Non, moi je pense que je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Oui. Il y a pas, ce qui nous arrive n'est pas dû à un excès d'intellectualisme. C'est plutôt le contraire. Moi, je pense que c'est plutôt le contraire. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des intellectuels, il y en a. Mais leur voix, moi, en tout cas, ceux que je connaissais, avec qui j'échange, c'est souvent, dans leur pays, ils ne sont même pas écoutés. Certains même sont obligés d'aller à l'école. Bon, ce n'est pas mon cas, je ne suis pas un exilé, donc personne ne m'empêche d'entrer et de sortir. Mais j'en connais beaucoup comme ça. Il y a des gens que je respecte et qui, c'est comme leur parole ne vaut rien dans la société. Ça, c'est un problème. Et ça, je crois que c'est la faiblesse, c'est notre faiblesse, ça. Parce que si l'Afrique a été ce qu'elle a été dans le passé, et je ne suis pas un passéiste, je me suis vraiment tourné vers le passé de l'Afrique pour comprendre ce qui se passe. Et c'est un centre d'excellence dans le monde ancien. Et tout le monde le sait. Les Grecs, les premiers, venaient, tous les gens venaient de partout. C'était le phare du monde. C'est comme aujourd'hui, nous allons à Paris, à Oxford, à Boston. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que ça rayonne. Et si on veut être quelqu'un, il faut aller là-bas. L'Afrique, c'était comme ça. Pendant, pour le cas de l'Égypte, 3 millénaires et demi.
c'est-à-dire 3500 ans. Il n'y a jamais eu ça, nulle part. Et à la fin de l'Égypte, les grands empires ont développé une tradition intellectuelle aussi, aux attaques esclavagistes, jusqu'à peu près au XVIe siècle, suivi de la colonisation. Et c'est quoi la colonisation? C'est l'enrayement, l'éradication de la culture. Après quoi, on va vous dire, bon, vous êtes sauvage, vous n'avez pas de culture, voilà, nous allons vous en donner une, nous allons vous donner une langue, etc., etc., etc. Et donc, c'est ça, le processus de régression a commencé à ce moment-là. Et on peut parler qui sont les intellectuels à l'époque, c'est ceux qui travaillaient avec l'esprit, mais c'est aussi ceux qui fabriquaient les objets. Regardez pendant la colonisation, on va couper les mains des métallurgistes. Pourquoi ils font ça? Pour qu'ils ne fabriquent pas. Ils ne fabriquent pas des armes pour se défendre, ils ne fabriquent pas des objets dont la société a besoin. Et donc, nous sommes dans ce creux-là. Donc, pour remonter, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a besoin de plus des gens qui réfléchissent, qui pensent à l'avenir, mais qui soignent leur passé et qui reparent le présent? Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin des gens qui savent fabriquer, qui savent produire? Ou est-ce qu'on va dire... certains disent aussi que ce sont des choses venues de l'Europe. C'est le contraire. Ça, c'est le contraire. C'est l'Afrique qui a donné tout ça au monde. L'écriture, le papier sur lequel on écrit. La science. Même, voilà, l'alphabet. Quand on fait un tour en Égypte et quand on regarde les pyramides, oui. On se dit c'est une œuvre monumentale. Alors, tout ça, oui. C'est le résultat d'une société qui a soigné le savoir et qui a vénéré le savoir. Vous ne pouvez pas faire ça en faisant la chasse aux intellectuels. La chasse aux intellectuels, vous avez parlé tout à l'heure de la colonisation. Il y a une œuvre qui est rentrée dans l'histoire, Fingfal, c'est pas de Chinua Achebe, Le monde s'effondre, oui. Qui a raconté un peu comment les choses se sont passées. Mais je veux qu'on reste encore une fois de plus là-dessus. Est-ce que la chasse aux intellectuels, justement, est un mauvais débat dans la société burkinabé? Est-ce qu'il faut arrêter vite ce débat-là pour s'orienter vers l'avenir? Bon, la chasse aux intellectuels, c'est pas ce qui se passe. On débat du rôle des intellectuels dans la société. Et certains disent qu'ils sont le problème. Responsables. Il y a même dit qu'ils sont le problème. Parce que pendant des années, on les a expérimentés, mais ils n'ont pas été capables d'apporter les alternatives nécessaires au sous-développement. Donc là, il faut parler des politiques. Oui. Je pense que c'est les politiques. Moi, c'est deux mondes différents. Voilà, parce que peut-être que nous confondons deux choses différentes. Un intellectuel, bon, c'est celui qui... Voilà, c'est quoi? C'est celui qui travaille sur les graines pour améliorer les graines et avoir une production agricole meilleure. Voilà, ça, c'est un chercheur. Il fait ça en laboratoire et il dit, voilà, ça peut aider la société. C'est celui qui soigne les blessés, celui qui soigne, etc. Ou c'est aussi celui qui enseigne, celui qui produit des idées. Bon, comme nous autres, moi je ne produis pas, je ne sais pas modifier les graines pour que ça donne un rendement meilleur, mais je sais réfléchir à partir de ma société pour dire, voilà, si nous voulons avancer, voilà, des pistes, voilà. Maintenant, ce n'est pas moi qui vais les mettre en application, je ne sais pas faire ça. C'est le politique à le faire. Il y en a qui diront que les idéologues ne sont pas très pragmatiques. Non, mais ce n'est pas de l'idéologie, c'est celui qui mène une réflexion à partir de la connaissance qu'il a de sa société, de son passé, de sa réalité actuelle et aussi de la vision que la société veut, la projection que la société se fait dans l'avenir. Et c'est en fonction de ça qu'il peut dire, ben voilà, si nous voulons demain avoir une société cohérente, voilà, et c'est le cas. Quelle société va sortir de la crise que nous traversons aujourd'hui? Il faut préparer ça dès maintenant. Est-ce que l'Afrique peut évoluer en vase clos? Est-ce qu'on peut se fermer au reste du monde en pensant que c'est à partir de nous maintenant que le monde doit se définir? Non, l'Afrique doit prendre conscience de sa force. Et si l'Afrique parle d'une seule voix, cette Afrique-là n'aura pas besoin de sortir. Ce sont les autres qui viendront. Et moi, je préférerais plutôt ça. Ça veut dire qu'enfin, nous aurons
Parce que c'est quelque chose, c'est un combat de plusieurs générations. Nous aurons enfin réalisé notre indépendance et notre souveraineté. Ça ne veut pas dire qu'on se ferme au monde. On est même trop perméable au monde. Chacun vient, mais amène ce qu'il veut et nous habitue à aller à l'extérieur si nous voulons. Je vais faire du commerce, je vais acheter des produits finis. Mais pourquoi ne pas produire et puis aller leur donner aussi? Donc, l'Afrique n'est pas en train de se refermer, elle est trop ouverte. Il faut qu'elle s'occupe d'elle-même à l'intérieur, qu'elle se reconstruise parce qu'elle en a besoin et qu'elle dialogue avec le reste du monde sur le même pied d'égalité. Alors, dialoguer avec le reste du monde sur le même pied d'égalité, est-ce que vous pensez que c'est possible quand on regarde la plupart des dirigeants, sommet Afrique-Europe, sommet Afrique-États-Unis, sommet Afrique-Russie, sommet Afrique-Arabie Saoudite, tous les dirigeants africains se rendent tout le temps dans un pays pour aller discuter avec un seul président contre tout un continent. Est-ce qu'il faut abandonner cette pratique au niveau des dirigeants africains? Moi, ce n'est pas comme ça ma vision. C'est pas l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés encore une fois. Pas beaucoup moins de 2 milliards d'habitants, c'est pas assez. La Chine est 3 fois plus petite et est 8 fois plus peuplée. Donc, faire un sommet Chine-Afrique, ça n'a pas de sens. Afrique-France ou Afrique-Russie, non. On devrait... La Russie, c'est un pays. L'Afrique, c'est une entité. Oui, et puis, il y en a qui sont fiers de voir des dirigeants africains aller tout le temps vers d'autres dirigeants du monde. Moi, ça me rend malade quand je vois ça. Ah, donc, vous n'aimez pas voir ces images? Non, je n'aime pas ces images. Moi, l'image que j'aurais aimée, c'est dans un sommet comme ça. Voilà, on dit, c'est une personne qui représente l'Afrique. Oui. J'ai souvent l'habitude de dire une jeune fille de 15 ans. Donc j'aimerais dans le staff pour conseiller cette jeune fille de 15 ans. C'est elle qui représente l'Afrique. Et elle parle au nom de l'Afrique. C'est ça que moi j'aimerais. Et à ce moment-là, les sommets ne se dérouleront pas à Saint-Pétersbourg ou à Paris ou à Washington ou à New York. Ça sera quelque part ici. Parce que les autres ont plus besoin de nous, ils ont plus besoin de nous que nous avons besoin d'eux. Soyons pragmatiques. Est-ce à dire aujourd'hui que les dirigeants africains de commun accord doivent dire à partir de maintenant, on ne va plus encore se rassembler devant un président d'un pays, si fort soit-il? C'est pas là qu'il faut. Il faut commencer même par s'organiser à l'intérieur, entre nous Africains, une nationalité africaine, une monnaie africaine, un passeport africain, passeport africain, une banque centrale africaine, une armée africaine, avec tous les membres. Ce qui se passe dans nos pays, ce serait un problème de police. On déploie des policiers qui font du ratissage, et puis en une semaine, l'affaire est réglée. Par exemple, ce que le Burkina, le Mali et le Niger sont en train de faire aujourd'hui, ça peut être une piste, l'Alliance des États du Sahel. Mais c'est encore des États, alors qu'il faut un État. Voilà. On pourrait vous dire que c'est un processus. Non, parce qu'on a perdu beaucoup de temps et beaucoup de vie. Les 3 chefs d'État qui se parlent, je suppose qu'ils se parlent régulièrement, on fait une seule armée. Et on mène la campagne au bout d'un mois, c'est fini. Si les 3 armées de ces pays-là n'en deviennent qu'une, avec les forces de police, de gendarmerie, de tout ce que vous voulez, mais c'est une opération de... Enfin, bon, je ne suis pas un stratège, mais j'imagine qu'en un mois, quand même, c'est réglé. Voilà. Donc, on ne peut pas continuer. On parle de compagnies aériennes, on parle de banques d'investissement, un certain nombre de projets. Les jalons ont été lancés déjà depuis Bamako. Voilà. Moi, pour venir ici, je passe par l'Éthiopie, Addis Abeba, et je vois l'aéroport. Plus d'une centaine d'avions, c'est tous éthiopiens. Yes. C'est-à-dire presque autant d'avions que le reste de l'Afrique réunie. Ce n'est pas un pays qui exporte le diamant, l'uranium ou le pétrole. Comment ils ont fait? Comment on ne peut pas, à partir de là, faire une compagnie africaine qui tienne la route et qui permette aux Africains de voyager dans... Vous avez connu l'expérience douloureuse de Air Afrique qui n'a pas marché? Non, Air Afrique, beaucoup de gens, ceux qui connaissent, disent que ce n'était même pas les Africains. Voilà, moi j'ai dit une compagnie africaine à partir de l'Éthiopie, parce que ceux-là, je crois qu'il y a des choses qu'ils ne feront pas, du fait aussi de leur histoire. Et puis voilà, c'est pas simplement de remettre la responsabilité, nos propres responsabilités à autrui, mais nous sommes les résultats d'une histoire coloniale qui nous a transformés
et qui a peut-être fait aussi que nous adoptions des comportements que nous sommes censés combattre. C'est ça qu'un philosophe français qui s'appelle Pierre Bourdieu appelle la violence symbolique. C'est-à-dire, je vais expliquer en quelques mots, par exemple, on dit une femme ne peut pas faire ça, ne peut pas faire ça. Bon, même si on sait que c'est faux. Et si tu grandis en tant que femme, en entendant ça, tu vas dire à un moment donné, ça, c'est pas pour moi. C'est un conditionnement. Voilà, c'est un conditionnement que les peuples colonisés ont, mais dont il faut sortir. Les États-Unis d'Afrique avec un dirigeant africain, vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous voyez déjà des perspectives dans ce sens? C'est ce que j'ai déjà dit, que pour moi, l'Afrique est représentée par une jeune fille de 15 ans. Quoi. Ça peut être un jeune garçon de 30 ans. Non, mais c'est utopique. Est-ce que si on est pragmatique, on ne peut pas aller du genre allons vers l'Union africaine, continuer à discuter au pouvoir? C'est pas utopique. Un dirigeant de 12 ans, on a déjà vu, tout en Camon, quand il est monté sur le trône du pays, il avait même pas 12 ans. C'est totalement différent quand même. Pas dans ce contexte d'aujourd'hui. Écoutez, ça veut dire que ce sont les hommes qui décident. Oui. Si les Africains décident que, voilà, on veut tel pour nous représenter. Peut-être que cette personne n'a pas les capacités physiques ou intellectuelles. Vous le dites, je prends un exemple banal. Le président russe ou encore le président américain ou français, voire même saoudien, qui s'élève, le roi d'Arabie saoudite qui dit sommet Afrique-Arabie saoudite, sommet Afrique-Russie, sommet Afrique-États-Unis. Et c'est une jeune fille de 15 ans qu'on envoie voir Poutine ou encore Biden. Est-ce qu'ils ne vont pas parler d'injure, de mépris de la part des dirigeants africains? Mais c'est quoi? Mais justement, nos dirigeants sont méprisés actuellement. Tout le monde le sait. On n'est pas respecté. Et ils ne les respectent même pas. Et nous prenons cette humiliation pour nous tous. Regardez, un exemple. Pendant les obsèques de la reine Elisabeth, on veut mettre les dirigeants africains dans un bus. On ne veut pas, on les a mis dans un bus. Mais il y en a une qui a refusé. La présidente de l'Éthiopie a dit non, on ne traite pas les chefs d'État comme ça. C'est son ambassade qui lui a envoyé une voiture. Non, on ne monte pas dedans. Voilà, c'est ça. Donc, on ne nous respecte pas. Dans le monde, même malgré les sourires, malgré les apparences et tout ça. Bon, ça c'est un fait. Pourquoi? À cause du fait que nous ne sommes pas unis et que nous sommes faibles. Et la faiblesse, elle vient de là. Je veux dire, elle est autogénérée. Donc, le jour où on décide, c'est l'Afrique, voici la personne qui représente l'Afrique. On ne va pas regarder sa taille, on ne va pas regarder son âge, on ne va pas regarder sa compétence, mais c'est elle, parce qu'on sait qu'il y a tout un continent derrière cette personne, et je vous garantis, cette personne sera plus respectée que l'ensemble de nos dirigeants actuels réunis. C'est le symbolisme que vous cherchez finalement, on a l'impression. Non, moi je cherche la réalité. Moi j'ai vécu dans un monde. Bon, je sais que mes enfants vivront dans ce monde aussi, mais les enfants de leurs enfants, j'espère qu'ils vivront dans un monde différent. Et c'est ce que je veux dire, tous les Africains souhaitent cela. Est-ce que l'autre défi important aussi, ce n'est pas comment trouver des solutions au problème de la jeunesse africaine quand on sait que la Méditerranée est devenue au fil du temps le plus grand cimetière du monde? C'est tout cela qui produit notre faiblesse. Pourquoi les jeunes Africains veulent sortir coûte que coûte de ce continent? Moi, j'ai vécu toutes ces années en Europe, je peux leur dire... Mais vous avez rencontré beaucoup de migrants. Je peux dire à ceux qui ont l'intention de partir, ne partez pas. C'est une folie. C'est une folie. À supposer même que vous surviviez à la traversée du Sahara et de la Méditerranée ou de n'importe quelle autre mer. C'est une folie de se présenter comme ça en Europe ou en Amérique ou en Asie. Voilà. Parce que vous allez avoir la vie la plus dure là-bas. Mais ces jeunes-là croient ils savent que c'est dur, mais ils pensent que c'est encore plus dur de rester ici. Et c'est ça qui fait mal, quoi. Et puis, rien n'est fait pour les retenir. Comment ça se fait? Parce qu'on pourrait tous les retenir et on n'aurait même pas assez de bras si on voulait réaliser les choses comme ça devrait être fait. Nous avons tout à construire ici. Nous avons une industrialisation à faire, c'est-à-dire faire le process de nos matières premières et vendre des produits finis. C'est pas ce que nous faisons. Pour faire ça, on a besoin de former des jeunes, on a besoin de bras. Et presque 2 milliards d'Africains, ça ne suffit même pas. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique est victime aujourd'hui de son manque d'audace en termes d'entrepreneuriat, d'industrialisation? On est victime de beaucoup de choses, de notre désunion,
de notre manque de vision, et on est victime aussi du fait qu'on ne s'attaque pas aux problèmes réels de nos sociétés. Voilà, c'est ça. Alors la jeunesse africaine, justement, on parle de l'éduquer, de l'aider à évoluer. On n'a pas dit, elle n'est pas totalement sur le bas-côté de la route, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il faut repartir vers notre culture pour relancer le continent africain, au niveau de la jeunesse surtout? Vu ce qui est arrivé au continent, qui était, je l'ai dit avant, une référence dans le monde ancien, le phare intellectuel, technologique, spirituel, culturel du monde ancien. Vu ce qui nous arrive aujourd'hui, on peut se dire, nous sommes entre deux mondes. Nous avons perdu, heureusement nous n'avons pas tout perdu de nos cultures. Nous avons quand même nos langues et nous avons survécu. Voilà, ça c'est... Donc il y a de la résilience et donc on peut rebondir. Ce n'est pas le cas d'autres peuples qui ont été sous cette occupation pendant moins longtemps que nous. Donc l'Afrique résiste. Donc moi je suis optimiste. Mais pour repartir et aller vers des chemins qui seraient porteurs, il faut, je pense, s'appuyer sur nos fondements culturels que nous n'avons pas totalement perdus. Par exemple, bon, là nous parlons en français, ok, les langues. Il faut les valoriser. Il faut les valoriser. Dans chaque pays, dans chaque région, voir les langues les plus parlées pour commencer à peut-être démultiplier la formation continue. Moi, ce que j'ai vu en Afrique de l'Est, en Tanzanie, au Kenya, ça se passe au Burundi, au Rwanda, dans une partie de la RDC. C'est ça. Et moi, les gens sont plus à l'aise avec le Kiswahili, y compris les étudiants. Et moi, plusieurs fois, ils oublient que, bon, moi je suis encore un apprenant, et comme ils sont plus à l'aise, ils me parlent en Kiswahili, ils se rendent compte, je dis non, continue de parler, parce que je suis là aussi pour apprendre, et j'aimerais un jour pouvoir faire mon cours en Kiswahili. Voilà, c'est ça. Parce que je crois que c'est ça qu'il vous faut, parce que vous êtes plus à l'aise avec ça qu'avec l'anglais. Donc, ce qui est vrai pour ces étudiants-là, ça l'est aussi pour les nôtres, ici. Alors, parlons de toujours cette jeunesse-là. La lecture n'est pas la chose la mieux partagée, on ne lit plus assez, on ne se cultive plus assez. Est-ce que finalement le mimétisme n'est pas la cause aussi du sous-développement du continent africain? Non, en fait tout ça c'est le problème de la culture et aussi de l'accès à la culture. Bon, on parle de la lecture, alors les livres, il faut les éditer sur place. Quelles sont les maisons d'édition que nous avons sur place? Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est en éditant les livres. Moi, j'écris des livres, mais ils sont édités pas ici. Et donc, si on veut lire un livre de Sommet, ça coûte un certain prix. Et ça, c'est une barrière. Alors que si les livres sont publiés à un prix, il faut aussi encourager les jeunes à la lecture. C'est pas une activité. De par le passé, ça se faisait bien. On voyait que les jeunes se rivalisaient avec les livres. Maintenant, avec l'évolution du monde et tout ça, ça on est dans un autre monde, c'est vrai, et donc il faut faire plus d'incitation. À l'époque, on n'avait pas besoin de nous inciter. Il avait besoin juste de dire, j'ai lu tel livre, et on commence à raconter l'histoire et je vais en savoir plus, je vais lire moi-même. Mais aujourd'hui, les jeunes, c'est vrai, préfèrent des résumés, ils préfèrent aller sur Internet. Bon, là, je pense que c'est la société, c'est notre école, c'est à notre école de donner de nouveau envie de lire. Et en lisant, qu'est-ce qu'on fait? On apprend une histoire, mais aussi on apprend à s'exprimer dans la langue qui est utilisée pour la lecture. C'est pour ça que je suis aussi un adepte de l'utilisation de nos langues à nous. Je ne dis pas qu'il faut abandonner les autres langues, mais voilà, la langue transmet une culture. La multiculturalité, vous y êtes favorable à 100%. Hein? Bien sûr, et surtout celle qui commence avec notre culture. Notre culture. Quelle que soit la langue qu'on adopte, on sera moins étranger, moins perdu avec cette langue-là que avec le français ou l'anglais ou l'allemand. Est-ce que le désamour de la lecture au niveau de la jeunesse n'est pas né du fait qu'on dit les matières scientifiques sont au-dessus
de scène littéraire. Vous êtes philosophe, vous êtes sociologue, vous êtes égyptologue. Ça nous permet de vous poser la question. Est-ce que vous pensez vraiment que les matières scientifiques sont au-dessus de celles littéraires? Non, je crois, ce qui est vrai dans cette discussion, c'est que nous devons équilibrer les pourcentages entre l'enseignement des matières littéraires et l'enseignement des sciences. Bon, la vérité, c'est que nous avons besoin de former des scientifiques, des techniciens, donc qui maîtrisent la technologie, qui maîtrisent la science et qui maîtrisent ces outils-là pour faire avancer la société. Mais si cela se fait au détriment de la connaissance de ce que nos sociétés ont été, de notre histoire. Voilà, et je vais vous raconter l'interview avec le staff pour le Kenya. Là-bas, l'enseignement est plutôt orienté vers les sciences. Et moi, je suis dans une université des sciences, où on a ressenti la nécessité d'enseigner les humanités, de telle sorte que, quel que soit ce que vous venez étudier, et je le dis aussi aux jeunes burkinabés parce que j'ai l'intention de les attirer là-bas, quel que soit ce que vous venez étudier, la chimie, la physique, l'informatique, vous êtes obligé de prendre un tronc commun qui comporte la philosophie et la pensée critique. Ils appellent ça critical thinking. Un ingénieur, un scientifique a besoin d'avoir aussi ça, la capacité de juger, d'avoir un peu de notion de philosophie, de culture générale. Et ça, c'est très très important. C'est très important. Alors du coup, ça nous renvoie au débat de l'importance même de la philosophie. Il y en a qui commencent à dire, ça fait partie de ces matières-là qu'il faut impérativement, éventuellement mettre de côté un jour. Non, moi je pense que cette réflexion ne vient pas des philosophes. Parce que les philosophes savent, il y a un célèbre philosophe que, moi quand j'en parle avec mes amis, surtout ceux qui sont mathématiciens, ils disent non, pour eux c'est un mathématicien, il s'appelle Descartes. Et il a un schéma ou une image de l'arbre du savoir, l'arbre des connaissances. Il dit, cet arbre-là, ses racines, c'est la métaphysique, c'est-à-dire la philosophie en quelque sorte. Et le tronc, c'est la physique, c'est-à-dire la science de la nature. Et les différentes branches qui sortent de cet arbre, c'est toutes les autres branches du savoir humain, littéraire comme scientifique. Donc, un bon savant, j'ai cité son exemple, il y en a d'autres, Leibniz, on considère que nous, philosophes, considérons que c'est un philosophe, les mathématiciens disent que c'est un mathématicien. C'est ce genre de figure qu'on a, je pense qu'on doit former. Donc, aussi bien compétents dans les matières, disons, dans les humanités, c'est comme ça qu'on les appelle, mais aussi dans les sciences, dans les matières scientifiques. Science en conscience, voilà. Et ça, l'Afrique a aussi cette tradition. Vous avez parlé des pyramides au début. Voilà, la toute première, on ne connaît pas beaucoup de noms de scientifiques égyptiens, de l'époque égyptienne, mais celui-là, on connaît son nom, il s'appelle Imhotep. C'était un architecte, c'était un médecin, c'était un juge, et il était premier ministre de Djoser, pour le pharaon pour lequel il a construit cette pyramide. Donc, regarde, ça c'est pour un seul homme. Donc, la pluridisciplinarité ou l'interdisciplinarité à la limite, je pense que c'est ce qu'il nous faudrait. Et donc, si on veut mettre l'accent sur les sciences, moi je n'ai rien contre cela, mais il faut aussi donner des bases de notre culture, parce que c'est important. La philosophie a toute sa place dans la société. Ah ouais. Et moi j'ai commencé il y a très longtemps ici, et je pense que ça venait de commencer, j'ai commencé la philosophie en seconde. Et je pense que ça m'a fait le plus grand bien. Et bon, moi je suis devenu philosophe, j'ai des camarades qui sont devenus médecins, qui sont dans toutes les disciplines. Mais le fait qu'on ait commencé la philosophie en seconde, je pense que c'est utile. Parce que ça développe aussi l'esprit critique. Hein, quel que soit ce qu'on veut faire. On parle des trois fondements de la philosophie, le doute, la critique et l'étonnement. Oui, voilà, c'est ça. Et je pense que tout homme, tout citoyen a besoin de ça. Et moi, c'est quelque chose qu'on pourrait développer, faire par exemple des cafés philosophiques. Ça se passe, les Européens le font, c'est-à-dire on le fait, et on le fait aussi dans les écoles, y compris dans les écoles primaires. Comment amener les enfants, parce que les enfants posent souvent de bonnes questions. À partir des bonnes questions qui sont posées,
quels sont les enfant débuts. même qui pose beaucoup de questions, Voilà. il qualifie de philosophe. Exactement, c'est cela, c'est ça, c'est le début, c'est ça un peu la philosophie. On n'a pas besoin, parce que certains croient que c'est des citations, des notions compliquées, mais quand on lit un texte de Platon par exemple, chez lui on dirait que ce sont des contes, un conte africain, c'est ça. Après c'est un enseignement. Et je pense qu'on a tous besoin de ça. Parlons à présent donc de la gouvernance du continent africain, de la démocratie au coup d'État, des coups d'État à la démocratie. Comment vous vivez ces événements-là? Il y a eu les années 90, après on est passé à la démocratie. De la démocratie, on a une résurgence des coups d'État militaires sur le continent africain. Alors, est-ce que vous êtes putschiste ou contre les coups d'État militaires? Les coups d'État, c'est une manière, je veux dire, illégale d'accéder au pouvoir. Et puis, ça freine la marche d'un pays. Beaucoup de jeunes qui sont friands de coups d'État ne seront pas d'avis avec vous? Non, ils sont friands. Mais on ne peut pas être friand de coups d'État. C'est-à-dire celui qui est friand de coups, il veut un coup d'État aujourd'hui ou demain. Est-ce que c'est ça la solution? Parce que ce que je suis en train d'expliquer, c'est que ça interrompt un processus, ça cause des morts, généralement, hein, très généralement, ça brise un esprit d'équipe, parce que c'est l'armée, et une armée, bon, je suis désolé de le dire, l'armée burkinabé n'est pas au meilleur de sa forme. Pourquoi? Aussi à cause de ça. Voilà. Et ça l'a distrait de ses missions principales aussi. Il faut que chacun fasse ce pourquoi il a été formé. J'étais formé pour défendre mon pays, le territoire, veiller à ce que le territoire, voilà, ce qu'on m'a confié, je puisse transmettre, tel quel, de génération en génération. C'est pas à moi d'aller donner un enseignement ou d'aller faire la diplomatie, de diriger le pays. Il faut créer les conditions pour que ceux qui ont la capacité et ceux qui ont l'éthique, parce qu'il faut aussi de l'éthique, pour le faire, le fassent. Et que le mode de gouvernance soit connu à l'avance, soit clair, et qu'on dise un type de comportement est interdit. Est-ce que les arguments qui justifient les coups d'État sont souvent acceptables à votre avis? Non, mais parce qu'on ne peut pas... Ce sont des questions de sécurité, des questions de bonne gouvernance, oui, ou encore d'élections mal organisées. Il y a eu, pour le Burkina, le Mali et le Niger, on parle de coups d'État liés à l'insécurité. Au Gabon, on parle d'élections mal organisées. Donc il y a toujours un argument, tout comme troisième mandat d'Alpha Condé qui amène Doumbouya au pouvoir, il y a toujours un argument pour justifier un coup d'État sur le continent. Il faut aussi qu'on se mette au sérieux à un moment donné. Parce que tout ça, c'est des problèmes de bonne gouvernance. Et qui peuvent donner des prétextes à cela. On dit, c'est le respect des règles tout simplement. Si on dit un mandat présidentiel, c'est 5 ans, ou 4 ans, ou 6 ans, qu'on peut en faire 2, ou 3, mais c'est limité, c'est ça, et on s'en tient à ça. On ne peut pas être tellement le meilleur que si on n'est pas là, le pays disparaît. Alors, ça veut dire qu'on n'est même pas un bon dirigeant, parce qu'un bon dirigeant, vous savez que bon, je suis là pour 6 ans, 2 fois ou 3 fois. Mais dès que j'arrive, je pense au lendemain. Parce que, voilà, quand je ne suis pas là, les autres pourront continuer. C'est ça, Pourquoi la politique, quand même, attire tellement de gens? Avec ce que nous avons. Je pense que c'est le seul milieu où il n'y a pas de tamis. Donc on peut critiquer les intellectuels, mais pour être un intellectuel, il y a tellement de... Bon, je ne dis pas que tout le monde fait ce qu'il est censé faire, mais il y a des tamis, quoi. C'est pas tout le monde qui... Mais en politique, on a l'impression que... Alors que c'est un domaine très difficile. Et tout le monde parce que tout est à faire. Oui, tout est à faire. Mais du coup, ça nous ramène à ce débat aussi qui est mené sur le procès de la démocratie. Elle est occidentale. On n'en a pas besoin. Est-ce qu'il faut la tropicaliser, justement, la démocratie? Non, en fait, vous voyez, c'est ça le problème. Je pense que nous manquons de recul et nous manquons de connaissances réelles de l'histoire du monde. Mais au moins, sachons connaître ou lire notre histoire à nous. C'est-à-dire, je ne sors pas du continent et je vais expliquer comment j'entends ça. C'est sur ce continent qu'il y a eu la première institution politique. Bon, ce n'était pas un État démocratique, mais on peut l'appeler un État. Et il y a une égyptologue, qui n'est même pas africaine, une Française, qui s'appelle Bernadette Menu, qui dit que l'État égyptien, c'était le premier État de droit connu. C'est le premier État, certes, mais elle dit que c'est le premier État de droit. Ce qui est vrai.
ce qui est vrai. Ça a fonctionné selon le droit, c'est-à-dire, et aussi selon l'égalité des personnes. C'est ça la base de la démocratie, c'est-à-dire dire que les personnes sont égales. Parce que ça, c'est une abstraction. Il y a la charte de Kourkanfouga aussi au Mali. Bon, ça, je vais venir après. Ça, c'est le XIIIe siècle, le début du XIIIe siècle. Mais l'idée que les êtres humains sont égaux, c'est sur ce continent. Et c'est cette notion-là que Solon, au VIe siècle avant Jésus-Christ, mais moi je parle de l'État égyptien, c'est moins 3200. C'est au début du 4e millénaire. Solon arrive là, au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à la basse époque, c'est-à-dire la civilisation de l'Égypte ancienne était en train de péricliter. Et on pense que, parce qu'il est considéré comme le véritable législateur, c'est lui qui a apporté les lois aux Grecs. Il a vu ça ici. Et apparemment, selon ce que dit Périclès, qui est considéré comme le père de la démocratie du côté grec, Solon a ramené l'idée que les êtres humains sont égaux, les hommes sont égaux. Mais ce n'est pas évident. C'est une abstraction. Ce n'est pas la réalité, ce qu'on voit qui permet de dire les hommes sont égaux. On peut voir quelqu'un est grand, il est fort, un autre est plus petit. Comment vous allez, quelle est la base qui vous permet de dire que celui qui est grand est fort, plus fort que celui qui est faible, petit, qu'ils ont les mêmes droits? C'est ça, c'est une conceptualité. Ce sont les Africains qui ont fait ça. Donc quand vous entendez que la démocratie elle est occidentale... Non, ces gens qui disent ça ne connaissent pas cette histoire que je suis en train de raconter. S'ils la connaissaient, ils ne diraient pas ça. Et que les Grecs, c'est-à-dire Solon, à qui il y a un livre de Platon, un dialogue de Platon qui s'appelle le Timée. Je dis pour les jeunes qui peuvent aller vérifier. Solon arrive devant des prêtres égyptiens, il commence à parler de la Grèce, et puis il y a un vieux prêtre, il l'arrête, il dit, vous autres Grecs, vous êtes des enfants. Vous n'avez aucune notion vieillie par le temps. C'est-à-dire, voilà, toi tu ne le sais pas, mais les autres, ils viennent ici pour retourner chez eux afin d'être quelqu'un, afin d'apporter des connaissances. Donc, ce que tu nous racontes sur ce que les Grecs ont fait, non, les Égyptiens ne sont pas impressionnés. Voilà, donc c'est un faux débat que de dire que la démocratie est occidentale. Non, ce n'est pas un faux débat, oui. Il faut donner des notions aux gens pour qu'ils comprennent. Parce que on croit qu'il y a beaucoup de choses, parce que on entend des gens dire aussi que l'écriture, c'est le papier du blanc. Non, tout ça, ce sont des inventions africaines. Voilà. Il faut maintenant, dans la situation où nous sommes, revenir sur nous-mêmes, reconsidérer notre histoire. On peut même s'arrêter à la constitution du royaume Mossé. C'est quand même tenu depuis le 11e, certains disent 13e siècle, jusqu'à maintenant. C'est une nation, ou une pré-nation, comme disait Kizerbo. Donc, il faut regarder. Qu'est-ce qui a permis de tenir aussi longtemps? Et qu'est-ce qu'on peut prendre de ça pour faire un État moderne? Mais il y a pas, parce que les gens croient que quelque chose existe, il faut aller prendre et venir appliquer. Non, il faut que nous travaillions. Parce que c'est quoi, pour fonder une société qui marche? Il faut que les valeurs soient à la base et que certaines notions fortes soient affirmées et respectées par tout le monde. L'idée de l'égalité. Ce n'est pas quelque chose qui existe comme ça dans la société, ce n'est pas évident. C'est une construction. Ça doit être fondé sur des valeurs, de telle sorte que, de génération en génération, personne ne vienne dire « Ah, toi tu es une fille, donc tu n'as pas droit à ça ». Non, parce qu'on dit dans notre culture, tout le monde a droit à tout. Tout le monde a droit à tout, c'est comme ça qu'on construit une société meilleure. Dans tous les débats qu'on a menés, j'en arrive à cette question. À quand l'Afrique, comme l'a dit un certain Joseph Kizerbo, premier agrégé de l'histoire du continent africain, burkinabé, c'est important. Je pense que c'est dans nos mains. C'est dans nos mains. Si nous voulons l'Afrique dès aujourd'hui, nous pouvons l'avoir. Ce n'est même pas très compliqué selon moi. Parce que je crois que nous avons assez souffert de l'état dans lequel nous sommes, de la désunion, du fait que nous avons une trop grande confiance à celui qui est loin, plutôt qu'à nous-mêmes. Et surtout, nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Nous pensons que nous ne sommes pas capables. Nous sommes capables, puisque si vous repartez dans le temps, j'ai cité le royaume Mossé, vous avez cité la charte du Mandé, tout ça est vrai. On peut aller jusqu'à Ghana, on peut aller à Méroé, on peut remonter jusqu'à l'Égypte. Donc, l'Éthiopie et tout ça. L'Éthiopie, voilà. Donc, on a
Donc, sur le continent, l'Afrique est un laboratoire pourvu qu'on l'explore assez. Ou une bibliothèque, il faut juste lire. Il faut juste lire, voilà qui est bien dit. On est pratiquement en fin d'émission, c'est allé tellement vite avec vous, professeur. Lire Cheikh Anta Diop, une approche thématique, c'est apparaître donc en fin décembre 2023. Alors, pourquoi vous avez décidé de rendre hommage à Cheikh Anta Diop à travers un écrit? Parce que je crois que je dois ce que je suis devenu à Cheikh Anta Diop, que je n'ai pas connu. Oui. Mais dont j'ai entendu parler, en tout cas de façon intellectuelle, pour la première fois ici même à Ouagadougou, il y a très longtemps. C'était le président Sankara avait décidé de créer un institut des peuples noirs et Cheikh Anta Diop avait été invité. Mais parce que cette histoire j'ai appris en faisant l'introduction du livre. J'ai pensé que le contact avec Cheikh Anta avait eu lieu en 85 ou au début de 86. Mais en fait, Basile Guissou, que je remercie, qui était ministre de l'Environnement à l'époque, est la personne que Sankara a envoyé voir Cheikh Anta pour l'inviter, déjà pour le projet de l'IPN. Et Basile Guissou m'a dit, et il se rappelle très bien, c'était en 1984, donc tout de suite après, il était dans le premier gouvernement, et il m'a dit que c'était sa première mission à l'étranger. Donc ça devait être en septembre, comme ça, en septembre 84. Donc, à peine arrivé, eux, ils savaient où ils voulaient aller. Donc, il est allé voir Cheikh Anta, qui a donné son accord de principe. Malheureusement, la conférence de création de l'IPN a lieu en avril 86. Cheikh Anta Diop était décédé en février. Et c'est Théophile Obenga qui a été invité à la dernière. Et il me l'a confirmé. Il me l'a confirmé. Et donc c'est lui qui a été le premier à nous parler des travaux de Cheikh Anta Diop et surtout de la relation avec l'Égypte. Et c'est grâce à ça que moi j'ai étudié plus tard l'égyptologie et que j'ai été capable de comprendre la civilisation de l'Égypte ancienne. Voilà qui est bien dit. Surtout votre écrit sur l'Égypte ancienne a été préfacé justement par Théophile Obenga. Alors donc, Cheikh Anta Diop, un mot là-dessus, on est pratiquement en fin d'émission. Qu'est-ce que vous avez à dire à la jeunesse africaine par rapport aux œuvres de Cheikh Anta Diop? Ce que j'ai à dire surtout, c'est par rapport au personnage qu'il a été. Oui. Je ne parle même pas encore du travail scientifique, je parle de l'éthique de l'homme. Et je pense que cette figure nous manque actuellement. Vraiment quelqu'un qui ne s'est laissé compromettre par rien, ni l'argent, ni le pouvoir, ni les autres fioritures comme il les appelait, mais simplement par l'idéal qu'il avait, la recherche du savoir, la recherche de la connaissance et la défense de la culture africaine. Un modèle pour la jeunesse africaine. Un modèle pour la jeunesse africaine. Et je souhaite que la jeunesse prenne connaissance de l'homme et de son œuvre. Et j'ai aussi fait ça, ce livre, pour qu'il soit accessible à un élève de première. C'est comme ça que j'ai envisagé ça. Donc, je pense que les élèves de première terminale pourront comprendre, en lisant les 9 chapitres qui sont dans ce livre, les thèmes principaux abordés par cet auteur. Merci beaucoup, professeur Yopore Kassoumé. On s'arrête là pour aujourd'hui. Vous êtes au Burkina Faso, chez vous, en train naturellement de penser encore à partager le savoir, mais aussi participer à des rencontres sur l'Afrique et le continent, naturellement l'avenir du continent. Merci à vous pour avoir accepté notre invitation. On vous souhaite un bon retour du côté du Kenya. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Et bonne continuation. Merci beaucoup, professeur. Ami de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. C'était avec le professeur Yopore Kassoumé, égyptologue, philosophe, sociologue. Il a partagé avec nous sa vision du continent africain et il a cette belle œuvre sur Cheikh Anta Diop que nous vous invitons à lire également, connaître l'histoire du continent pour un avenir meilleur. Très bonne suite de programme à tous et à chacun. Et on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez fidèles au programme de Burkina Info. Bonsoir chez vous.